Bonjour à toi et bienvenue sur les nouveaux formats du podcast Vers l'éclosion. Après les épisodes que j'ai enregistrés avec des femmes qui t'ont partagé leur histoire avec la maladie, j'avais envie de reprendre le podcast parce que c'est un format qui me parle. Et je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée de te parler d'hypersensibilité. En tout cas, de te parler d'hypersensibilité à travers ma propre histoire. Alors il y aura de l'hypersensibilité, il y aura aussi peut-être d'autres choses que j'ai explorées, que j'ai expérimentées et que j'ai envie de te partager. Mais en tout cas, je te partagerai des choses qui, je l'espère, t'aideront, te donneront des pistes à explorer et pourquoi pas te donneront envie d'être accompagné. Que je t'accompagne à vivre au mieux avec ton hypersensibilité. Je te laisse avec l'épisode qui va suivre et je te souhaite une bonne écoute. Dans cet épisode, j'aimerais aborder l'hypersensibilité et le regard des autres. Alors le regard des autres, je crois que c'est un sujet qui est compliqué pour beaucoup de monde, mais encore plus quand on est hypersensible. Et j'ai pu remarquer d'ailleurs deux choses en me posant sur le sujet. Donc ce sont des choses dont je me suis rendu compte que j'ai expérimenté. Je pense que c'est une partie des réponses, en tout cas, sur accepter le regard des autres, ou plutôt s'en foutre complètement du regard des autres. Alors, on aura peut-être tendance à penser que, voilà, aujourd'hui, je fais des réels facecam, je montre mon visage, je fais tout un tas de choses où on pourrait se poser la question, mais elle fait tout ça, elle s'en fout du regard des autres. Alors aujourd'hui, oui, clairement, je m'en fous du regard des autres. Parce que de toute façon, et ça, je crois qu'on a beau le voir et le revoir, c'est pas mal de le répéter. Quoi que tu fasses, il y aura toujours des gens qui seront pas d'accord, qui seront pas contents de ce que tu fais. Et donc, en fait, à partir de là, ça veut dire que soit tu t'arrêtes complètement de vivre pour décevoir personne et que personne puisse te dire qu'il n'aime pas ce que tu fais, etc. Soit tu décides de vivre ta vie et je pèse mes mots quand je dis que parfois la vie peut paraître longue, mais en réalité, certains moments peuvent paraître longs. Par exemple, quand on souffre, quand on n'est pas bien, ça peut paraître long. Mais en vrai, la vie, elle est super courte. Et c'est surtout, je me dis, il y a des choses que tu fais à certaines périodes de ta vie et que tu feras plus après. Donc, je crois qu'il faut arrêter de se poser des questions et qu'est-ce qu'on va penser si je fais ci, si je fais ça, parce qu'en fait, il y aura toujours quelqu'un qui va te dire qu'il n'aime pas ce que tu fais ou qui n'est pas content, etc. Donc je pense sincèrement que faut s'en foutre du regard des autres. Alors, tu vas me dire, ok, c'est facile à dire comme ça, maintenant que t'as dépassé le truc, mais moi, j'en suis pas là. Et effectivement, il y a des choses que j'ai pu noter dans le fait de passer au-dessus de ça. La première chose, je crois, c'est, avant de parler de regard des autres, je crois que ce qui nous gêne le plus, c'est le regard qu'on a envers soi-même. Parce que quand on est hypersensible, notamment, on va avoir une estime de soi qui est très basse. Donc on va avoir tendance à penser que tout ce qu'on fait, c'est de la merde. On va avoir une exigence qui va être super haute. Donc tout ce qu'on va faire ne sera jamais à la hauteur. Et quand je dis exigence, c'est-à-dire que je pense qu'on souhaiterait même pas cette exigence-là, notre pire ennemi. Mais on s'inflige, c'est pas conscient, c'est pas voulu, on n'est pas maso, c'est sûr. Mais on s'inflige quand même une exigence telle que on se dit qu'on sera jamais à la hauteur, de toute façon. Et ça, c'est un truc que je vivais beaucoup, c'est-à-dire que si j'étais pas contente
du résultat de quelque chose que j'avais mis un peu de temps à faire, ça me mettait dans une frustration, et même au-delà de ça, ça me mettait dans une colère envers moi-même en me disant que j'avais fait de la merde, quoi. Donc à ça, et il y a le fait d'être dur de manière générale envers soi-même. Et c'est une dureté, pareil, qu'on ne souhaiterait pas à notre pire ennemi, mais qu'on s'inflige involontairement envers soi-même. Ce qui fait que on va avoir tendance à penser qu'on ne vaut rien, que quoi qu'on fasse de toute façon, ça va être nul. Et donc si on pense ça de soi, forcément les autres vont penser exactement la même chose. Si soi-même on pense qu'on a fait de la merde, pourquoi les autres penseraient que finalement c'est bien ce qu'on a fait? Et j'irais même au-delà, c'est que même quand les autres nous disent que c'est bien ce qu'on a fait, on va pas être convaincu. On va toujours penser, nous, que c'est pourri ce qu'on a fait. Donc il y a ce premier truc-là de le regard qu'on se porte sur soi. Et ça, je pense, je l'ai évoqué dans le précédent épisode. Ça vient pour moi il y a beaucoup de choses pour moi qui émanent de l'enfance parce que c'est le moment où on se construit et où le cerveau, le fonctionnement se construit ses bases en fait, et c'est à partir de ces bases qu'on continue dans la vie. Donc, comment on fait pour défaire ça, ce regard qu'on a sur soi, être plus doux envers soi-même et ouais, c'est ça s'apporter de la douceur. Alors encore une fois, c'est un travail qui est complexe, qui est long. Et je crois pas qu'on puisse y arriver tout seul. En tout cas, au départ, je pense qu'on a besoin d'être accompagné pour comprendre d'où vient cette dureté, cette exigence, cette estime de soi qui est basse. Et c'est pour ça que je parle de l'enfance. Encore une fois, c'est des moments qu'on a pu vivre quand on était enfant, où on a intégré, notre cerveau a intégré qu'on n'avait pas de valeur, que ce qu'on faisait c'était jamais assez bien, et où on a pu avoir aussi des modèles qui avaient ce fonctionnement-là. Et comme c'était des modèles, des choses qu'on avait à disposition, à proximité, on s'est calé sur ces modèles-là. Alors encore une fois, je vais parler des figures d'attachement. Donc ce sont les personnes qui ont contribué à notre apprentissage, à notre sécurité. Et comme on le sait, alors que ce soit les parents, que ce soit la grand-mère, que ce soit la tante, on est aujourd'hui dans une époque où on travaille peut-être beaucoup plus sur soi, et les nouvelles générations travaillent aussi, disons qu'elles réfléchissent un petit peu plus sur elles-mêmes à déconstruire certaines choses. Mais c'était pas le cas, je dirais, avant les années 80, sur ces générations-là, où on a vécu et on vit encore aujourd'hui avec nos propres croyances limitantes, nos propres fonctionnements qui ont été hérités. Et du coup, on n'a jamais remis en question ça parce qu'à l'époque, ça se faisait moins, qu'on se posait peut-être aussi moins de questions. Et du coup, on a transmis aussi nos propres fonctionnements. Quand je dis nos propres fonctionnements, je parle des générations antérieures, à nos enfants, ce qui font que nos enfants ont des fonctionnements aussi qui sont complexes et qui peuvent aller du coup à une exigence de soi très forte, à une valeur très basse, etc., etc. Et encore une fois, je pense que c'est le cas de beaucoup de monde, d'avoir ce genre de pensée, de croyance, mais encore plus quand on est hypersensible, parce que
comme je l'expliquais encore dans le précédent épisode, quand on est hypersensible, on est plus sensible à la base. Et ça, peut-être, ça fera l'objet d'un épisode entier. Il y a des traumatismes qui sont intervenus dans l'enfance, qui sont venus exacerber cette sensibilité-là. Et donc, on est plus enclin aussi à s'adapter et donc à créer des fonctionnements qui ne sont surtout pas adaptés à nous et qui sous-estiment aussi certainement nos capacités. Donc ça, c'était la première chose qui me paraissait importante de soulever dans la problématique qu'on peut avoir avec le regard des autres, c'est le regard surtout qu'on porte d'abord sur soi. Et ça, pour moi, ça nécessite de se faire accompagner par un psychologue, par exemple, pour aller comprendre d'où ça vient et déconstruire, commencer à déconstruire tout ce qu'on peut penser de soi pour justement s'apporter un regard qui est plus doux et avoir plus de facilité à accepter le regard des autres jusqu'à s'en foutre. Et ça, je te le souhaite. Ensuite, il y a une deuxième chose qui, pour moi, qui a été importante pour moi dans ce cheminement-là. Et ça, je l'ai vécu lorsque je suis entrée en formation de naturopathie. Il faut savoir qu'avant ça, c'est le constat que j'ai fait une fois que j'ai compris ce que j'ai compris, c'est que les autres, les gens, me faisaient peur. Pas qu'ils m'effrayaient au point que je ne puisse pas leur parler, etc. Mais ils me faisaient peur, à la fois parce que je ne les connaissais pas, l'inconnu fait peur, ça on le sait, mais aussi parce que j'avais l'impression que l'image qu'ils renvoyaient, surtout des images d'assurance, d'avoir l'impression de maîtriser ce qu'ils font, etc., était le reflet de ce qu'ils étaient à l'intérieur. Et là, c'est là où l'expression « l'habit ne fait pas le moine » prend tout son sens. C'est que c'est pas parce qu'on dégage quelque chose qu'on est ce quelque chose à l'intérieur. En tout cas, quand on n'est pas aligné avec qui on est, ce qu'on fait, et qu'on n'a pas travaillé à déconstruire et avoir une image de soi qui est plutôt saine, je mets des guillemets. Et donc, en fait, c'était ça qui me faisait peur, c'est que j'avais l'impression que, en gros, tous les gens, parce que j'avais pas l'impression qu'ils montraient de la faiblesse, etc., tous les gens autour de moi, pour moi, étaient des gens qui étaient supérieurs à moi. Dans le sens où ils maîtrisaient le truc, où ils étaient sûrs d'eux, où ils avaient forcément confiance en eux, où ils faisaient des trucs bien, où ils avaient l'impression d'avoir de la valeur, etc. Parce que toutes ces choses-là, ça me faisait peur simplement parce que moi, je ne les pensais pas pour moi. J'avais pas l'impression d'être toutes ces choses-là, moi j'avais l'impression d'être une merde, nulle. C'était le pire mot d'ailleurs qu'on avait évoqué quand je faisais ma thérapie. Pour moi, il n'y avait pas de pire mot que d'être nulle. Donc j'avais l'impression, voilà, c'est pour ça que les gens que je ne connaissais pas, et même ceux que je connaissais, me faisaient peur de manière générale. Et quand je suis entrée en formation de naturopathie, il faut savoir que quand on rentre en formation de naturopathie, donc quand on fait une vraie école de naturopathie avec un certain nombre d'heures, il y a une partie où on parle de psychologie et où on fait une sorte en fait de thérapie en groupe pour justement être apte ensuite à recevoir des personnes et être OK avec soi-même. Et donc c'est pendant ces épisodes-là que j'ai découvert que
derrière un masque d'assurance et de force se cachait en fait de la vulnérabilité, des failles, des blessures, une estime de soi basse, un manque de confiance en soi, une dureté envers soi-même. Et c'est là où j'ai compris que en fait on était tous pareils. Quel que soit ce qu'on voulait véhiculer comme image, on était tous pareils. On a tous des blessures, on a tous des vécus plus ou moins difficiles, c'est sûr, mais on a tous nos propres blessures, nos fragilités, notre vulnérabilité. Et ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, d'accord. En fait, je suis pas une merde. Je suis pas moins bien que les autres. En fait, on est tous pareils. À des niveaux différents, bien sûr. Mais en fait, on est tous pareils. On a tous cette part d'ombre et cette part de lumière. Et ce qu'on a envie de véhiculer aussi comme image. Mais surtout, on a tous cette part d'ombre. Qu'on la montre ou qu'on la montre pas, elle est là. Et ça m'a mis une grosse claque, mais une claque positive dans le sens où ça m'a rassurée de voir que les autres aussi étaient cassés et pouvaient avoir des pensées négatives envers eux-mêmes. Et c'est à partir de ce moment-là d'ailleurs que j'ai réussi bizarrement à capter au-delà de l'image que les autres voulaient renvoyer. J'ai réussi un petit peu à capter les failles qu'il y a au-delà de l'armure qu'on se forge. Et ça m'aide vachement à... Chaque jour, en fait, je rencontre des personnes, alors que ce soit en cabinet ou que ce soit, peu importe, quand je fais mes courses, etc. J'arrive à voir cette part d'ombre, cette part de vulnérabilité. Et ça me rappelle tous les jours que tout le monde est pareil. Que tout le monde a cette part d'ombre. Et que du coup, ceux qui font des trucs waouh, où on se dit waouh, c'est trop bien ce qu'il a fait, jamais je serai à son niveau, peu importe ce qu'on peut se dire, je sais que cette personne, elle-même se dit qu'elle est nulle. Elle-même se dit que parfois, c'est de la merde ce qu'elle fait. Ou qu'en tout cas, elle est passée par tout ce processus-là pour arriver à, par exemple, sortir une vidéo sur Instagram. Ou, beaucoup plus loin, devenir quelqu'un d'influent, etc. Peu importe. Et c'est ça que j'aimerais véhiculer, en fait, c'est que, ok, alors si je prends mon exemple, même si je fais rien d'exceptionnel, oui, aujourd'hui, je fais des vidéos sur Instagram. J'arrive à poser ma voix sur un podcast. J'arrive à aller à des meetings d'entrepreneurs. Mais si je reviens ne serait-ce que 3 ans en arrière, c'était impossible d'afficher mon visage sur les réseaux sociaux. Impossible de parler comme je le fais maintenant. Et ça me coûtait énormément d'aller à un endroit où je ne connaissais personne. Parce que qu'est-ce que j'allais pouvoir raconter, qu'est-ce qu'on allait penser de moi, etc. Mais tout ça pour dire que c'est un processus. Il y a des gens qui ont effectivement des facilités à se foutre du regard des autres et à faire quand même les choses. C'est une facilité. Mais la plupart des gens doivent passer par tout un processus de déconstruction, de croyances et de regagner petit à petit un regard plus doux en sachant que les autres aussi ont des failles et ont des faiblesses.
Voilà, c'était ça les deux messages que je voulais faire passer. Et encore une fois, je le répète, c'était pas facile pour moi de me mettre en avant. C'était pas facile pour moi d'aller au-delà du regard des autres. Moi aussi, il y a quelques années, quand je devais passer un coup de téléphone, je répétais dans ma tête ce que j'allais dire et à la phrase près. Aujourd'hui, quand je dois passer un appel, je compose le numéro et advienne que pourra. Si je bégaye, si je sais pas quoi dire, si je me trompe, je m'en fous. Parce que je sais que ça ne me définit pas. Si je me trompe dans ma phrase, si je bégaye, c'est pas ça qui me définit. J'ai juste le droit à des petits moments de faiblesse, de vulnérabilité, de me tromper. C'est pas grave, c'est humain. Ça arrive à tout le monde. Et donc c'est peut-être de là qu'il faut commencer, c'est ouais. En vrai, tu commenceras par là où ça te parle. Par la phrase que j'ai dite qui va te parler, je sais pas. Mais franchement, ça serait vraiment dommage de passer à côté de choses que tu as envie de faire, qui te tiennent vraiment à cœur, uniquement parce que il y a le regard des autres. Et peut-être que tu pourrais te poser cette question quand tu sais pas si ce que tu veux faire, ça te tient vraiment à cœur, ou si ça te freine parce que juste il y a le regard des autres. Pose-toi cette question, j'ai envie de faire ça. Est-ce que s'il n'y avait pas le regard des autres, je ferais cette chose-là? Si la réponse est oui, c'est que cette chose te tient vraiment à cœur, que tu dois vraiment la réaliser. Et à ce moment-là qu'il faut qu'il serait bénéfique pour toi d'aller travailler sur cette question du regard des autres. Et je terminerai cet épisode par la phrase que je me suis... qui est apparue avant que je saute le pas, que je quitte mon CDI et que je me forme à la naturopathie. Je me suis posé cette question, je me suis dit cette phrase, je veux pas me réveiller un jour quand je serai vieille et me dire que j'ai raté ma vie. Et c'était pas au sens raté dans le sens avoir échoué dans quoi que ce soit, mais plus ne pas avoir fait ce qui me tenait vraiment à cœur. Et donc je t'invite peut-être à te poser cette question, à te dire cette phrase-là. De ne pas regretter, de ne pas avoir de remords, de choses que tu n'as pas faites parce que le regard des autres, parce que telle ou telle personne pensait ça. La vie, elle est individuelle. On crée des liens, on vit des choses, on partage des choses avec les autres. Mais notre propre vie, elle est individuelle et on doit la vivre pour soi. Et d'ailleurs, c'est un très bon point pour, je pense, le prochain épisode que je ferai sur hypersensibilité et abandon de soi. La vie, elle doit être vécue pour soi. Et qu'importe ce que pensent les autres, parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour penser différemment de toi. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu, qu'il t'aura aidé, qu'il t'aura permis de mettre des mots, peu importe. Mais j'espère que tu te sentiras plus seul, parce que c'est surtout ça le but. Savoir qu'on est tous pareils, et que quelle que soit la façon dont on renvoie les choses, on vit les mêmes choses. Et on a tous de la vulnérabilité, des failles et des faiblesses.
Voilà, je te dis au prochain épisode. Et d'ici là, prends bien soin de toi.